Depuis de nombreuses années, le réchauffement climatique amène de grands changements dans l'environnement. Parmi ceux-ci, le déplacement des espèces à travers les écosystèmes. Des climats plutôt nordiques deviennent alors favorables à des espèces venant du sud. Ces nouveaux insectes et animaux qui s'installent sur nos territoires peuvent être porteurs de nouvelles maladies. C'est notamment le cas de la maladie de Lyme, nommée également borréliose ou borréliose de Lyme. Elle tire son nom de sa ville d'origine. En effet, les premiers cas de maladie de Lyme ont été répertoriés dans la ville de Lyme, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, dans les années 70. Les tiques sont de minuscules arthropodes piqueurs appartenant à la même famille que les araignées et que les acariens. Elles se nourrissent du sang de diverses espèces animales. C'est ainsi qu'elles peuvent transmettre la maladie d'un individu à l'autre. Une tique mal prise peut également piquer un humain. La maladie de Lyme est donc dite une zoonose. Une zoonose est une maladie transmissible de l'homme à l'animal et vice-versa. En Amérique du Nord, la maladie de Lyme est la zoonose la plus répandue. Seulement aux États-Unis, on en compte des dizaines de milliers de cas annuellement. Mais qu'en est-il du Québec? Et vous, en avez-vous déjà entendu parler? Nous avons posé la question. Bonjour, connaissez-vous la maladie de Lyme? Non. 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 Ben, non. 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 Je panique. Non. 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 Ouais. Comme vous pouvez le constater, la maladie de Lyme est encore très peu connue au Québec. Or, nos experts sont unanimes. D'ici quelques années, la maladie de Lyme sera bel et bien installée au Québec et nous en entendrons de plus en plus parler puisque le nombre de cas est en constante augmentation. Une équipe d'étudiants au baccalauréat en biologie de l'UQAM a donc monté un dossier sur le sujet. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's death. Les tiques sont apparues il y a 120 millions d'années, et aujourd'hui dans le monde, on en connaît un peu plus de 900 espèces différentes. La distinction de l'espèce se base uniquement sur les caractères morphologiques des tiques et est effectuée par des spécialistes. Généralement de couleur noire ou brune, l'adulte mesure en moyenne 2,5 mm à jeun. Au Québec, 9 espèces de tiques sont considérées comme importantes, et de ce nombre, seulement une espèce peut transmettre la maladie de Lyme. Il s'agit d'Ixodes scapularis. La distinction du sexe des adultes est quant à elle possible via la partie dorsale que l'on nomme écusson. Chez le mâle, l'écusson caractéristique de l'espèce recouvre tout le dos, alors que chez la femelle, il ne couvre qu'environ la moitié du dos. Le reste du corps de la tique femelle est une membrane molle qui lui permet de se gorger de sang. Généralement, lorsque les tiques sont gorgées de sang, elles atteignent 3 à 6 mm, mais il n'est pas rare d'observer des tiques de presque 1 cm de long. Le cycle de vie de la tique débute lorsque la tique femelle a emmagasiné assez d'énergie lors de son repas. Elle se laisse alors tomber sur le sol pour y déposer ses œufs. Les œufs écloront seulement à la fin de l'été. Des larves, dotées de 3 paires de pattes, en sortiront. Celles-ci chercheront plus tard à s'agripper sur un animal pour se nourrir de son sang, afin d'acquérir l'énergie nécessaire pour passer au stade de nymphe avant l'hiver et développer 4 paires de pattes. La nymphe prendra un deuxième repas pour muer vers le stade adulte. C'est seulement à ce moment que le sexe est déterminé. Finalement, l'adulte prendra son dernier repas avant l'accouplement et ou la ponte dans le cas des femelles. Les mâles meurent après l'accouplement, alors que les femelles font de même après la ponte. La tique ingérera donc en moyenne 3 repas dans toute sa vie. La tique adulte peut mettre plusieurs années pour pouvoir se reproduire. En tout, les tiques peuvent vivre de 3 à 5 ans. Pour en apprendre davantage sur ces arthropodes et la transmission de la maladie de Lyme, nous sommes allés rencontrer le docteur Alain Villeneuve, spécialiste en parasitologie de l'Université de Montréal. Ces maladies-là sont diagnostiquées chez des gens qui font beaucoup de plein air. La tique se déplace très très peu, donc elle va grimper sur un herbage et elle a une position qui est très particulière. Elle a 4 paires de pattes. Les 2 premières paires de pattes vont être étirées. Pour quelle raison? Parce que les narines de la tique, ils sont sur le bout des pattes antérieures. Donc, ils ont une espèce d'ouverture, ils sont capables de respirer et de détecter des odeurs. Donc, s'il y a un animal qui va passer à proximité, elles vont être capables de le sentir. Qu'est-ce que ça va donner, tout simplement? C'est qu'elles étendent leurs pattes. Il y a des crochets au bout. Puis, si un animal passe, ils réussissent à s'accrocher après l'animal, puis ils vont grimper sur l'animal. C'est essentiel. Donc, c'est une quête. Elle est équipée, on appelle ça des pièces buccales, donc la bouche, si on veut, est équipée de toutes sortes. Il y a un dard, ça a des noms scientifiques à coucher dehors, là, mais c'est toutes des structures pour essayer d'aider la tique à s'alimenter correctement. Donc, il y a une des parties qui est équipée comme des espèces de ciseaux.
Puis son rôle, le rôle de ces pièces-là, ça va être de découper la peau. Donc, dans un premier temps, elle va découper la peau. C'est très minime quand même, ça se fait graduellement. Puis, de chaque côté ou entre les paires de ciseaux, il y a le dard. Et le dard est une grosse pointe munie de crochets renversés. Et au fur et à mesure que la peau va s'ouvrir, va être découpée, la tique va pousser le dard à l'intérieur jusque le plus profond possible. Ça peut être assez profond. Et qu'est-ce qu'elle va faire par après? Les dards les crochets inversés vont maintenir la tique en place, mais c'est possible que ça ne soit pas suffisant. Puis qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? C'est qu'elle va sécréter une salive qui est une espèce de ciment, si on veut, qui va vraiment coller la tique en place. La tique doit se nourrir pendant 10 jours, 14 jours, des fois 3 semaines de temps. Donc, il ne faut pas qu'elle soit délogée de là. Donc, il ne faut pas que l'animal qui se secoue, l'animal qui se gratte ou qui se frotte, réussisse à les enlever. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile d'enlever une tique. Elle est accrochée vraiment solidement. Les tiques naissent exemptes de bactéries puisqu'elles ne sont pas transmises dans les œufs par la mère. La contamination peut donc se produire dès leur premier repas. Les mues ultérieures laissent ensuite les bactéries en place. Les bactéries se logent dans le système digestif de la tique, puis sont transférées lors des prochains repas. Donc, dans un premier temps, la tique va absorber du sang et les bactéries au contact du sang vont se multiplier. Et après un certain temps, les bactéries qui sont là dans le sang ne sont même pas capables de rentrer à l'intérieur de l'animal. Donc, il faut qu'elles soient recouvertes d'une substance particulière. On va appeler ça un antigène. Et là, à ce moment-là, ils vont être capables. Donc, il faut que les bactéries soient protégées. Et c'est une composante de la salive de la tique qui va protéger la bactérie. Donc, la bactérie va être injectée souvent après 24, 36 et même jusqu'à 72 heures après que la tique a commencé à se nourrir. Donc, c'est très, très long. Il faut qu'elle se multiplie dans un premier temps, ensuite qu'elle soit injectée. Donc, ça va prendre un certain temps pour que ça puisse se faire. Comme le mentionne Dr Villeneuve, la tique demeure accrochée sur l'animal jusqu'à 14 jours, durant lesquels elle se gorge de sang. Outre le sément pour bien s'ancrer dans la peau, leur salive contient une multitude de substances, comme des facteurs qui augmentent le flux sanguin et diminuent la coagulation. Certaines tiques sécrètent même des agents paralysants, empêchant leurs hôtes de la déloger et permettant aux autres tiques de monter sur l'animal pour s'y reproduire. Au cours de son repas, la tique peut se gorger de sang jusqu'à augmenter son poids initial de 10 à 100 fois. C'est cette importante quantité de sang qui distend l'abdomen de la tique et la rend plus facilement visible. La maladie de Lyme est causée par une bactérie de la famille des spirochètes, nommée ainsi à cause de leur forme en tire-bouchon. Cette forme permet un déplacement particulier, très efficace dans les tissus de l'animal ou de l'humain qu'elle infecte. Sur sa surface, la bactérie possède des structures nommées antigènes. Ces antigènes sont responsables de la reconnaissance de la bactérie par le système immunitaire de l'humain ou de l'animal, au même titre que les empreintes digitales dans notre cas. Chez l'humain, une fois entrée dans le corps par la piqûre de la tique, la bactérie rencontre de premières cellules du système immunitaire. Celles-ci prennent alors une partie de ces antigènes pour aller sonner l'alarme dans le reste du corps. Elle les présente ensuite à un deuxième type de cellules immunitaires qui en avise un troisième type. Ce sont ces dernières cellules immunitaires qui ont la tâche d'éliminer l'infection. Elles s'en retournent donc au site de la piqûre pour y détruire les bactéries présentes. Toutefois, les bactéries, au site d'infection, ont déjà commencé à s'enfoncer dans le tissu. Les cellules immunitaires détruisent donc le tissu sain, le considérant comme infecté. Ces cellules n'ont malheureusement pas la capacité de différencier un tissu sain si elles reconnaissent des parties de la bactérie sur celui-ci. Ceci crée donc un processus d'inflammation typique de la maladie de Lyme, caractérisé par une rougeur en forme de cible. Il s'agit là du premier signe d'infection par la maladie de Lyme. Chez l'humain, en plus de la rougeur caractéristique en forme de cible, les bactéries peuvent migrer dans le reste de l'organisme et causer des symptômes généralisés, tels que de la fièvre, des maux de tête, de la déprime et des douleurs articulaires. Chez le chien, toutefois, les symptômes sont généralement moins graves que chez l'humain. Nous sommes allés rencontrer un médecin vétérinaire pour en discuter. Souvent, ils n'ont pas de symptômes. Ils vont être positifs au test, mais ils n'auront aucun signe clinique. Sinon, il y a deux formes qui peuvent se développer. Il y a la forme plus arthrite, donc ça va être des chiens qui vont faire de la fièvre jusqu'à 40-41 degrés, ce qui est très élevé. Ils peuvent avoir de l'enflure au niveau des articulations, ils vont avoir mal aux pattes, ils vont vraiment marcher là, sur des œufs pratiquement, là, vraiment une grosse raideur. Sinon, l'autre forme qui peut se développer, qui est un petit peu plus rare, c'est une néphropathie, donc une atteinte des reins. Ça va être des signes plus de déshydratation. Ils vont boire beaucoup, ils vont uriner beaucoup.
Ils peuvent également avoir des signes d'hypertension. Ce qu'on va noter à ce moment-là, l'hypertension, c'est une haute pression sanguine. Ils peuvent avoir des décollements de rétine, ils peuvent avoir des hémorragies au niveau des rétines. C'est les signes qu'on va voir le plus souvent. La maladie de Lyme, elle va se diagnostiquer par une prise de sang. Le test le plus fréquent qu'on va utiliser en clinique vétérinaire, c'est le SNAP 4DX. Donc, c'est une prise de sang qui nous permet de diagnostiquer les vers du cœur. Donc, au printemps, il y a beaucoup de prévention pour ça, mais en même temps, ça nous permet de diagnostiquer la maladie de Lyme, l'ehrlichiose et l'anaplasmose, qui sont deux autres maladies qui sont transmises par les tiques. Quand on a un test positif à la maladie de Lyme au SNAP 4DX, ça nous dit que l'animal a été exposé à la bactérie en tant que telle. Pour confirmer si on a vraiment une infection qui est présente et importante, on va faire un autre test qui s'appelle un C6 quantitatif. On s'en va encore avec notre prise de sang mesurer une autre sorte de molécule qui va nous donner un chiffre pour nous dire si on a une infection vraiment réelle présente. Et si on a des symptômes, bien, raison de plus, on va démarrer un traitement à ce moment-là. Ayant abordé la façon dont la tique transmet la bactérie causant la maladie de Lyme, en plus de répertorier les symptômes qui y sont reliés chez l'humain et le chien, nous voulons maintenant savoir pourquoi nous devrions nous inquiéter au Québec. Nous nous sommes donc rendus à l'Université de Montréal pour en apprendre davantage sur la propagation des tiques et les problèmes qu'elles engendreront possiblement dans un avenir rapproché. C'est inquiétant parce que c'est quelque chose qui, quand c'est arrivé, c'est ici pour toujours. Nous sommes juste dans la première période de croissance de ça, ici au Canada. Initialement, l'épidémie de la maladie de Lyme aux États-Unis, on pense que c'est un changement de la gestion de la terre, des terrains. C'était à cause d'un changement économique et il y avait beaucoup de fermes les fermiers ont abandonné leurs fermes. Ils ont allé dans les villes et leurs fermes, les champs ont devenu tranquillement les régions boisées. Avec ça, on a une grande expansion de la cerf de Virginie, qui est devenue, c'est un eau qui est très important pour la tique qui transmet la maladie de Lyme. Il n'y a pas que le cerf de Virginie qui participe à l'expansion du territoire de la tique. Il y a également les oiseaux migrateurs. Les oiseaux sont de plus importants pour le Canada et l'expansion au Canada. Il y a beaucoup de barrières pour les cerfs entre les États-Unis et le Canada. On a des montagnes, les Catskills, les Appalaches et aussi les Grands Lacs qui vont empêcher l'expansion. 4 rongeurs seraient à l'origine de la transmission de la bactérie de la maladie de Lyme à la tique. La souris à pattes blanches, le tamias rayé, la grande musaraigne à queue courte et la musaraigne cendrée. On a constaté dans nos données l'évidence que la dispersion locale par les autres, ici comme les cerfs, les rongeurs, les oiseaux, sont capables de produire une expansion de des populations locales. La température est un facteur très limitant en certaines circonstances. Si on a le chauffement climatique, le taux d'établissement de la tique et aussi le territoire du Canada propice en termes de température pour la tique, les deux ils vont augmenter. La température a un effet sur le taux de développement. Et il y a 3 instants et il faut, après avoir pris un repas, la tique doit tomber de l'eau et se développer dans la couche superficielle de la Terre. Et la longueur de cette période de sa vie dépend de la température. En ce qui concerne la dispersion de la tique, Dr. Nicolas Ogden nous dresse le scénario attendu pour les prochaines années. Nos études suggèrent que peut-être ça prend de 3 à 5 années pour la population de tiques à monter et les cycles de transmission à devenir de plus en plus efficaces. Le taux d'expansion, c'est entre 35 et 55 km par année.
pour la dispersion de la tique, des populations de la tique. Malgré les prédictions inquiétantes émises par le Dr Ogden, la meilleure façon de se protéger contre la maladie de Lyme est de miser sur une prévention efficace. Nous avons fait des préparations pour protéger la santé publique. On peut faire des choses dans l'environnement, dans les parcs et tout ça. On peut faire une petite gestion de l'environnement, gestion des sentiers, gestion des places où on a des tables pour les dîners et des choses comme ça, pour réduire le taux de contact entre les humains et les tiques. C'est pas qu'on ne peut pas éradiquer la tique. C'est le problème aux États-Unis. Ça continue à augmenter depuis 1978 jusqu'à maintenant. C'est encore en croissance. Donner les conseils au public à réduire le risque d'être piqué ou infecté. Où est-ce que dans le moment, c'est de l'inconnu, c'est très épeurant, mais au fur et à mesure, on sera obligé d'apprendre qu'est-ce que c'est, on verra que c'est quelque chose qui n'est pas si grave. Il y a toutes sortes de trucs pour nous protéger. Il faut essayer de porter des vêtements. Les tiques qui vont s'accrocher facilement après nos vêtements, ils vont avoir plus de difficultés à se rendre jusqu'au niveau de la peau. Déjà ça va nous protéger. On recommande de porter des vêtements qui sont de couleur claire. Les tiques en général sont de couleur foncée, donc on va les voir plus facilement. Et il restera que si on a une tique qui s'accroche quand même à nous, il faut savoir l'enlever correctement aussi. Il existe toutes sortes de petits bidules pour les enlever. Il existe un petit crochet, on l'appelle le crochet à tique, c'est de très petite taille. Ça peut se glisser dans la poche aussi, dans le porte-monnaie aussi. Puis c'est essentiellement comme une pince à clous. Donc c'est deux extrémités arrondies, puis on les place, le dard est planté dans la peau, puis on les place de chaque bord. Et avec l'extrémité qui est arrondie, on peut exercer une pression puis l'enlever. Même on nous recommande des fois de faire une rotation, ce qui facilite un petit peu l'enlèvement de la tique. Pour ce qui est des animaux de compagnie, la meilleure façon d'éviter la piqûre des tiques est d'utiliser des vermifuges selon les recommandations de votre vétérinaire durant la période chaude. Toutefois, pour prévenir la maladie comme telle, il existe un vaccin. Pour prévenir la maladie de Lyme, il existe un vaccin qui va consister en l'administration de 2 doses à 3-4 semaines d'intervalle. C'est important d'en discuter avec son vétérinaire parce que selon le style de vie de l'animal, le vaccin n'est pas nécessairement essentiel. Il faut savoir que le vaccin ne va pas prévenir les piqûres de tiques. À la lumière de ces informations, on peut conclure que la maladie de Lyme est bel et bien installée au Québec, mais dans des proportions nettement inférieures à nos voisins du Sud. Il est donc primordial de s'y préparer. Mais pour l'instant, la prévention contre les piqûres de tiques demeure le meilleur moyen d'éviter de contracter la maladie. De plus, le Laboratoire de santé publique du Québec dirige présentement un programme de surveillance passive qui analyse les tiques et étudie la dispersion de celles-ci et des maladies qu'elles transportent. Il convient donc de leur acheminer les tiques trouvées sur vous ou sur votre animal. Mon souhait serait que les gens apprennent un petit peu à mieux connaître les tiques.